BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Erwan Maurice. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Hebdocom, l'émission qui déshabille tous les week-ends et la com des marques. Notre invitée aujourd'hui, Catherine Lescure, directrice de la communication d'Enedis, le groupe gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, et qui lance une campagne inédite, puisque c'est la première fois depuis 2016 que la marque s'adresse au grand public. Enedis qui veut rappeler le rôle qu'il joue dans notre quotidien et dans la transition énergétique. Puis nous retrouverons Simon Tenenbaum pour le décryptage de la semaine. Simon se penche sur les marques qui s'intéressent aux NFT. Et puis dans une vingtaine de minutes, notre zoom sur les cookies et plus particulièrement sur la manière dont les marques peuvent aujourd'hui communiquer auprès de leurs clients sans ce ciblage publicitaire. On fera le point avec Johan Denis, le patron de la data du groupe de communication Havas France, et Geoffrey Berton, fondateur de la plateforme de ciblage Query. Voilà le programme et tout de suite, les news. BFM Business, Hebdocom. L'actu. Mais j'accueille d'abord le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Erwan. La semaine s'est bien passée ? Parfaitement bien. Bon, il y a eu pas mal d'actu. On va voir ça avec Julien Rizzo qui nous rejoint, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Erwan. Merci d'être avec nous Julien. On commence comme chaque semaine le tour des actus avec cet accord entre Google et l'AFP concernant les droits voisins. C'est l'aboutissement d'un long combat pour le PDG de l'agence de presse. Après 1 an et demi de négociations, Google va rémunérer l'utilisation des contenus de l'AFP. Cet accord prévu pour une durée de 5 ans couvre toute l'Union européenne et les contenus dans toutes les langues. Il s'agit du premier accord entre une agence de presse et le géant américain après l'adoption de la directive européenne sur les droits voisins du droit d'auteur. Bon, ça y est Frédéric, on commence enfin à avancer. En plus là c'est très symbolique parce que l'AFP était vraiment en pointe dans ce dossier et donc le fait qu'ils aient signé, ça rentre dans le dur, quoi. Ça démarre. Et puis un observatoire international contre la désinformation va être créé l'année prochaine. Oui, le Forum de Paris sur la paix a statué samedi dernier pour la création de l'Observatoire international de l'information et de la démocratie d'ici 1 an. L'enjeu est que les États puissent disposer d'évaluations claires et partagées sur le fonctionnement de l'espace digital et son impact sur la démocratie, selon Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, à l'initiative du projet. Pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il s'agit de mettre en place un véritable GIEC de l'information. Bon, on avance aussi donc du côté des fake news, Frédéric, c'est un dossier qui est aussi brûlant. C'est un dossier brûlant. Je ne sais pas si on avance du côté. Enfin, en tout cas, dans la lutte, oui, malheureusement, les fake news continuent à croître et se multiplier. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité, notamment à l'approche des élections. Trop souvent, trop souvent. Et on n'est plus très loin. Du côté des agences, Julien, Havas Media décroche un contrat avec 4 compagnies aériennes de IAG. L'agence a été choisie par le groupe aéronautique pour s'occuper de la planification et des achats médias mondiaux pour les compagnies Iberia, Vueling, Level et IAG Cargo. Havas Media va proposer une solution sur mesure pour les 4 marques dès le début de ce nouveau partenariat le 22 mars prochain. L'agence prendra donc le relais de Cara et WPP qui travaillaient auparavant avec IAG. Bon, toujours côté budget, mais cette fois-ci en France, RATP et SNCF Gare et Connexion reconduisent Média Transport. 2 contrats majeurs pour la régie publicitaire de Publicis qui débuteront le 1er janvier. Côté RATP, le marché est constitué de plus de 65 000 affichages entre les métros, RER et les bus. Un investissement de 20 millions d'euros pour les 5 ans selon l'avis d'appel à la candidature publié en février dernier. Pour SNCF Gare et Connexion, Média Transport poursuivra la transformation digitale dans les gares pour les 10 prochaines années. Une digitalisation qui doit permettre à terme de diminuer de 45% les émissions de CO2 du parc publicitaire. Bon, très bonne nouvelle pour Publicis. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Absolument. Rassurante. Et on termine, Julien, avec le lancement de Cinescence, la nouvelle plateforme de streaming qui s'adresse spécifiquement aux expatriés. Dédiée aux francophiles et francophones d'Amérique, la plateforme consacrée au cinéma français met en ligne un catalogue de 100 films de Sauter à Clapiche en passant par Kirikou ou encore Taxi. Lancé aux États-Unis et au Canada cette semaine, les expatriés et les amateurs du 7e art français pourront souscrire à Cinescence pour 6,99$ par mois ou 69,99$ par an. Merci beaucoup Julien, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Frédéric, vous restez avec nous. On accueille tout de suite notre invitée de la semaine, Catherine Lescure, directrice de la communication d'Enedis, le groupe gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et qui lance une campagne inédite, la première depuis 2016 à s'adresser au grand public. Bonjour Catherine Lescure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. On regarde, on écoute un extrait de cette campagne. On revient juste après.
Bon, ceux qui nous suivent en radio n'ont pas forcément tout compris, mais en tout cas, ça les a mis en joie, parce qu'il y avait la musique quand même. Et c'est aussi ça que vous avez voulu mettre en avant dans cette nouvelle campagne, pour promouvoir la transition énergétique, pour promouvoir l'innovation autour de la distribution de l'électricité. Je vais la décrire en quelques secondes. Ce sont en fait des maisons, des appareils électriques, des voitures, des téléphones qui se réjouissent en fait de ces innovations autour de l'électricité. C'est ça que vous avez voulu mettre en avant. C'est exactement ça. En fait, on entre dans une nouvelle ère d'électrification de la France. Elle a commencé évidemment au début du XXe siècle, mais là aujourd'hui, on entre dans cette électrification qui va permettre d'avoir de rentrer vraiment dans une ère plus durable, moins carbonée. Et donc l'électricité est en train de se développer dans tous les usages, que ce soit les mobilités électriques, l'autoconsommation, le développement du solaire, de l'éolien. Et Enedis, nos 38 000 salariés, bien nous travaillons tous les jours à apporter cette électricité aux Français, à les connecter à cette électricité, alors en particulier avec le compteur Linky, qui est maintenant posé dans 34 millions de foyers, et donc en modernisant, en continuant à moderniser ce réseau de distribution pour amener cette électricité qui est effectivement joyeuse, parce que voilà, on entre dans quelque chose qui est plus ouvert, avec de nouveaux moyens d'utiliser l'électricité. Bon, première campagne auprès du grand public, diffusée donc en télévision depuis 2016. Pourquoi un silence si long ? Alors, il y a eu des campagnes qui ont été faites pendant cette période, mais qui étaient plutôt des campagnes tactiques autour de la marque employeur, autour du Tour de France, qui était sponsorisé par Enedis. Là, on a souhaité, parce qu'on a une nouvelle gouvernance, une nouvelle présidente, on a lancé un nouveau projet industriel et humain pour cette entreprise, et nous voulons montrer aux Français que nous sommes engagés dans cette transition écologique à leur côté. On est un service public qui est en charge de distribuer l'électricité sur 95% du territoire français à l'ensemble des citoyens. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour reprendre la parole et pour raconter que tous ensemble, nous allions travailler à cette nouvelle ère et à ce bienvenue dans la nouvelle France électrique. Frédéric Roy, CBnews. En fait, pourquoi ça s'adresse à qui, au fond? À tout le monde, j'imagine, mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que vous faites une campagne? Vous distribuez, vous êtes le seul distributeur d'énergie électrique en France, donc vous n'avez pas de concurrent, à moins que ce soit les autres énergies, je ne sais pas. Mais donc, au fond, pourquoi et à qui ça s'adresse, surtout? Alors, ça s'adresse à plusieurs cibles. D'abord, il faut savoir que pour les Français, c'est assez compliqué de comprendre qui fait quoi dans le domaine de l'énergie. Il y a des producteurs, des fournisseurs, et puis le distributeur d'électricité, qui est Enedis, qui intervient tous les jours chez les clients. Donc, nous sommes là, le dernier contact, je dirais, avec les clients. Et c'est très important que cette marque, Enedis, cette grande entreprise, qui est déjà très connue, mais qu'elle devienne une marque proche des Français, qui leur montre comment elle s'intègre à leur quotidien, et puis on rentre chez les clients, donc c'est important qu'ils sachent qui nous sommes. On s'appelait ERDF il y a encore quelques années. C'est important aussi d'installer cette grande marque Enedis. C'est vrai, Catherine Lescure, je me souviens qu'il y a quelques années, les gens ne laissaient pas rentrer ERDF parce qu'ils ne connaissaient pas la marque. Ils se disaient, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce d'EDF bizarre, c'est une espèce d'arnaque, alors que pas du tout. Enfin, vous êtes le service public qui intervient sur aussi les cas d'urgence, quand il y a des catastrophes naturelles, climatiques. C'est les voitures bleues qu'on voit intervenir dans ces moments-là. Tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est souvent dans ces moments que nous apparaissons un peu comme des héros, puisqu'on ramène l'électricité dans tous les villages, dans tous les bourgs, y compris les maisons très isolées. Donc ça, c'est un travail, c'est un défi dans ces cas-là de ramener l'électricité le plus rapidement possible aux Français. Mais ce défi, on le mène tous les jours, parce que on numérise ce réseau. On a installé 34 millions de compteurs communicants qui rendent le réseau beaucoup plus intelligent, beaucoup plus connecté, qui nous permettent de détecter des pannes en amont. Et c'est tout ça que nous avons voulu montrer à travers cette campagne, donc à la fois avec des spots publicitaires télé, mais aussi à travers une campagne d'affichage et de presse et sur les réseaux sociaux, pour rentrer dans des preuves très concrètes, parce qu'en fait, on est dans le quotidien, on est partout sur les territoires, on rend cette transition écologique possible. Vous allez même possible. sur TikTok, quoi. Moi, ça m'a frappé, c'est que
Ok, je comprends, d'accord, les chaînes de télévision, la radio, l'affichage, très bien. Et les petits jeunes aussi. Mais aussi, voilà. Alors oui, parce que d'abord nous recrutons beaucoup. Chaque année, nous recrutons plusieurs milliers de salariés. Donc c'est important qu'on puisse aussi s'exprimer vis-à-vis de cette cible des jeunes. Et puis cette campagne, elle se prête donc c'est une campagne de recrutement aussi à TikTok. Alors ça sert aussi au recrutement, bien sûr. C'est une campagne qui donne envie de rejoindre ce mouvement de l'électricité, cette envie de décarboner l'économie française, de permettre aux énergies renouvelables d'être de plus en plus intégrées, d'avoir plus de mobilité électrique parce que nous raccordons toutes les bornes de recharge électriques, elles sont raccordées au réseau de distribution. Et ça, c'est un métier formidable pour des jeunes qui cherchent à avoir une raison d'être et qui cherchent à avoir être dans une entreprise, à intégrer une entreprise qui a des vraies valeurs et qui est très engagée pour une transition juste. Mais justement, les bornes de distribution, elles ne sont pas siglées Enedis, elles pourraient l'être ou elles le Alors sont non, parce que nous, on est donc le service public, on travaille avec tout le monde, on travaille avec l'ensemble des fournisseurs d'électricité, puisque ce réseau, il permet à tous les fournisseurs de vendre de l'électricité aux clients, il permet aux installateurs de bornes de recharge d'être connectés. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'amener la source électricité à ces bornes de recharge, mais ensuite, ce sont des activités là en concurrence. Catherine Lescure, en 30 secondes pour conclure, on est aussi dans une phase où on voit qu'on essaie d'innover, de moderniser, d'investir avec les plans annoncés par le président de la République, notamment dans le nucléaire, l'hydrogène. Votre but, c'est aussi d'accompagner ces investissements, cette transition énergétique. Et d'ailleurs, vous parlez de recrutement. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans une phase particulièrement intense de recrutement? Alors complètement, parce que il y a de plus en plus de raccordements. Donc dans le cadre des plans qui sont lancés, il y a effectivement de plus en plus d'énergie renouvelable qui se développe. On est à 500 000 aujourd'hui producteurs d'énergie renouvelable en France, et chacun de ces producteurs d'énergie renouvelable, eh bien nous les raccordons au réseau de distribution. Donc nous sommes effectivement dans cet élan et nous contribuons à cette transition écologique partout, sur tous les territoires. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette nouvelle campagne. Catherine Lescure, directrice de la communication du groupe Enedis. On passe aux campagnes qui ont retenu notre attention cette semaine avec vous, Frédéric Roy. Du sport d'abord, avec les Jeux Olympiques. Un petit peu, oui, allez. Beaucoup même, vous allez voir, avec cette campagne autour des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. Qui approchent, ils seront diffusés sur France Télévisions, qui dévoile donc un spot pour annoncer leur arrivée. On est totalement projeté à la montagne, dans une compétition de snowboard, comme si on y était. Et puis tout à coup, après un saut, le sportif atterrit dans le salon d'un couple de spectateurs de France Télé. Histoire, Frédéric, d'annoncer que les Jeux Olympiques arrivent chez nous. Assez sympa quand même comme idée. Vraiment chez nous, c'est très immersif. Ah oui, alors là c'est dans le canapé, directement. C'est une création de l'agence Mullenlow. Autre campagne à l'approche de Noël, Frédéric, c'est celle de Cartier. Eh ben oui, c'est bientôt Noël et puis on peut toujours espérer, vous, tout le monde peut espérer recevoir une petite boîte rouge avec un logo doré. En tout cas, c'est ce que raconte cette campagne. Elle raconte, ça s'appelle la Red Box, évidemment, parce que ils sont bien français. Ouais. Et c'est une campagne à nouveau joyeuse. En ce moment, beaucoup de musique très joyeuse. C'est Love Is All, un vieux tube des années 70 de Roger Glover qui illustre cette campagne animée par les égéries. C'est assez joyeux, c'est assez sympa. Elle est longue aussi, c'est un film. Il y a une version très longue, il y a des versions plus courtes, voilà. Et c'est Publicis Luxe, bien sûr, qui signe cette campagne. Tout autre chose, la Fondation Abbé Pierre qui dévoile son film intitulé Le Sourire, qui met en scène une femme à la bonne humeur inébranlable, Frédéric, même quand elle rate son bus à 6h du matin, quand il fait encore nuit, même quand elle va casser l'écran de son téléphone. Même quand l'ascenseur est en panne et qu'il faut monter 6 étages avec les courses sous les bras, jusqu'au moment où en fait elle se voit dans la rue, à l'époque où elle était SDF. C'est sur une chanson de C'est beau la vie, une manière de faire relativiser tous nos petits tracas du quotidien face à ces situations. Ouais, c'est une belle campagne, c'est un beau trajet, on va dire. Très bien faite, création de l'agence Fred et Farid. Allez, place tout de suite au décryptage de la semaine avec Simon Tenenbaum. Bonjour Simon. Bonjour. On se retrouve Simon et on se penche sur les NFT cette semaine, ces objets de collection numérique certifiés grâce à la blockchain. Peut-être un effet de mode, mais en tout cas on n'y échappe pas en ce moment. Après
le marché de l'art, après les jeux vidéo, eh bien les marques s'emparent, elles aussi, de ce phénomène. Oui, on a vu pas mal d'expérimentations ces derniers mois et ça semble s'accélérer. Le soufflet des NFT ne retombe pas pour l'instant. On parle d'un marché de plusieurs milliards de dollars maintenant. Alors, on rappelle rapidement le principe des NFT, c'est d'associer à un objet numérique, un fichier, une image, une vidéo, une musique, un certificat, une clé infalsifiable grâce à la blockchain qui garantit l'authenticité et le caractère unique de ce fichier, ce qui permet de le collectionner. C'est effectivement plutôt via le monde de l'art que les NFT ont vraiment explosé. Des œuvres digitales qui se sont vendues des dizaines de millions de dollars. Les NFT qui pullulent vraiment aussi dans l'univers des jeux vidéo, des cartes à collectionner, des accessoires de personnages qu'on peut acheter. Le monde du sport aussi qui s'y est pas mal mis sur le modèle finalement des cartes Panini qu'on peut collectionner. Mais effectivement, les marques ont aussi rejoint le phénomène, notamment, et peut-être pour commencer, dans le secteur du luxe. On en a déjà parlé il y a quelques années même. C'était LVMH qui avait vu une manière de lutter contre les contrefaçons avec ces NFT, associer un NFT à leurs produits, ce qui garantit la traçabilité de l'accessoire, du produit de luxe, en particulier ensuite quand on veut le revendre sur le marché de l'occasion. Mais voilà, on est maintenant, les NFT sont passés au stade de l'outil marketing finalement. On a Dolce Gabbana, Guerlain, Havaianas, pour n'en citer quelques-uns, qui ont lancé des NFT inspirés de leurs produits, conçus par des artistes, souvent mis en vente aux enchères pour des organisations caritatives. Ouais, mais maintenant, ça touche même les marques grand public, quoi. Oui, on a notamment McDonald's qui a été une des premières grosses marques à se lancer dans les NFT, en faisant tout simplement gagner des NFT inspirés de leur burger via un tirage au sort auprès de leurs clients. Pizza Hut, Pringles, American Eagle Outfitter. On a eu McLaren dans la Formule 1 qui a lancé des NFT inspirés des voitures, des combinaisons de pilotes. Un grand assureur américain vient de lancer il y a quelques jours une grande chasse au trésor dans tout le pays en réalité augmentée pour aller essayer de trouver des NFT qui étaient cachés sur les campus américains. Bref. Comme à l'époque des Pokémon, Pokémon Go. Oui, c'est un peu sur ce principe. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Une mise en garde qui revient quand même assez souvent, c'est évidemment attention à la pure opération marketing, l'effet de mode, etc. Faire gagner un NFT, c'est bien beau, mais bon, en soi, ça sert pas à grand-chose. Si en termes d'image, si ça fonctionne derrière, si l'intérêt c'est seulement de spéculer sur cet objet numérique, je suis pas sûr que l'effet d'image soit très positif pour la marque. Il faut que ça apporte quelque chose au client, que ça resserre peut-être les liens avec l'entreprise. On peut, et ça se fait, par exemple, associer un NFT à l'accès à des événements, à des ventes privées, recevoir des cadeaux, de la fidélisation, voire dans certains exemples, participer à des votes sur la vie de l'entreprise, sur les prochains produits, etc. Autre risque important, évidemment, la critique environnementale. Les NFT, ils sont basés sur la blockchain, c'est le même principe que le minage de Bitcoin. Ça pollue, ça consomme de l'énergie, c'est un risque malgré tout à prendre en compte. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus passer à côté de quelque chose. On parle beaucoup en ce moment du métaverse. On en parlait la semaine dernière. Gros sujet de Meta, de Mark Zuckerberg, ce monde virtuel où on pourra peut-être un jour évoluer, visiter des boutiques, faire du shopping, découvrir des produits. Les NFT seront, c'est vraiment sûr, un élément clé de ce monde virtuel s'il est amené à exister un jour. Bon, un effet de mode parmi d'autres pour l'instant. Reste à voir comment tout ça va évoluer. Exactement. Peut-être que ça sera utile un jour. Peut-être les accumuler pour le moment. Au cas voilà. Comme certains ont fait avec le Bitcoin. Et puis ils sont très contents aujourd'hui. Merci beaucoup Simon Tenenbaum pour ce décryptage. On se retrouve très vite. Place tout de suite au Zoom de la semaine. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Et Zoom cette semaine sur le ciblage publicitaire, c'est devenu de plus en plus difficile pour les annonceurs d'atteindre les consommateurs, leurs potentiels clients, de manière très fine et à grande échelle en tout cas, surtout avec le RGPD qui est passé par là, Frédéric, et qui a largement durci la réglementation autour des cookies, ça fait quelques mois maintenant. Alors comment les marques peuvent-elles s'en sortir dans tout ça? On voit ça avec nos invités. Bonjour Yoann Donnet. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la data du groupe de communication Havas France, et Geoffrey Berton, bonjour, fondateur de la plateforme de ciblage Query. La dernière actu en date, Frédéric, c'est Facebook et Instagram qui ont retiré la politique, la santé et la religion de leur ciblage publicitaire. La tendance, elle va, c'est vrai, vers de moins en moins de ciblage. Oui, parce que il y a les règlements et puis il y a surtout les citoyens qui ne veulent plus. Donc,
Comment est-ce qu'on peut leur faire passer le message qui est ça peut servir quand même à quelque chose? Yoann Donnet, chez Havas. Alors oui, effectivement, il se passe pas mal de choses sur la planète Martech. Donc, on a l'actualité législative avec le GDPR qui est désormais en place depuis maintenant pas mal de mois, avec une implémentation qui a été dictée par la CNIL au mois d'avril sur comment récolter le consentement. Donc, on assiste à des audiences de moins en moins ciblables. De plus en plus dur, parce que maintenant, on peut directement cliquer sur « Je refuse ». Alors, absolument. Pendant quelques mois, c'était plus compliqué. Tout à fait. Et l'objectif que souhaite défendre le législateur, c'est que les opt-in, donc les consentements, soient libres, spécifiques et éclairés. Mais on assiste dans le même temps, effectivement, à une multiplication de box pour récolter les consentements, donc à un phénomène de lassitude en même temps. Ouais. Donc la traduction de ça, c'est que on a des audiences de moins en moins mesurables, de moins en moins ciblables, avec des consentements, et donc il faut d'autres solutions alternatives pour retrouver une notion de ciblage. Ça fait potentiellement, enfin c'est pas potentiellement, c'est sûr, ça fait perdre de l'argent aux marques qui arrivent à moins bien cibler. Ça fait perdre aussi de l'argent à Facebook, dont on parlait, qui a fait 84 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, principalement grâce aux recettes publicitaires. Donc avec ces restrictions, ça va devenir de plus en plus compliqué là, de faire de l'argent. Geoffrey Berton. Alors oui, et en plus de ça, il y a des limitations technologiques. Aujourd'hui, on ne peut de moins en moins traquer l'utilisateur, vous savez, par le petit cookie qu'on utilise pour le retrouver, pour le recibler. Nous, on a mesuré chez Huawei que 65% de la population n'était plus ciblable aujourd'hui en France. C'est considérable. Alors qu'il y a quoi, 2 ans encore, c'était beaucoup plus. Enfin, c'était environ 50-40%. Ouais. Maintenant, on est à 65%, bientôt beaucoup plus. Donc oui, il faut des solutions un peu plus éthiques qui nous permettent de faire du ciblage responsable. Bon, justement, Geoffrey Berton, chez Query, vous, c'est ce que vous proposez, et c'est récent, puisque vous êtes lancé en réalité juste avant le début de la crise. En plein Covid. Ouais. En plein Covid, 2019. Donc, vous proposez une nouvelle solution, mais vous ne tournez pas le dos au ciblage publicitaire malgré tout. Non, parce que le ciblage publicitaire a une qualité, c'est d'apporter de la performance pour les annonceurs et aussi financer du contenu gratuit. Si il n'y avait pas la publicité, il y aurait beaucoup de contenu qui ne serait pas gratuit. Donc nous, on propose un ciblage publicitaire sémantique, donc c'est contextuel. Le ciblage contextuel, c'est quoi? L'origine, c'était un ciblage par mots-clés. Donc vous vendiez des t-shirts, par exemple, vous cibliez le mot mode. Mais mode, c'est pas assez pertinent, parce que c'est quoi? C'est mode vestimentaire, c'est mode emploi, ou c'est mode scandale. Et suivant ces 3 thématiques-là, il y en a une où vous voulez être, une où vous voulez pas y être, et une surtout pas y être. Et donc voilà, nous, on rajoute une couche de sémantique, c'est-à-dire la compréhension du sens et du sentiment d'un contenu, qui nous permettent d'être tout à fait en adéquation. Frédéric Roy. Alors on revient en fait à la pub à l'ancienne. C'est ça la solution, parce qu'après tout on vend toujours d'ailleurs de la presse magazine en disant on achète Elle plutôt que Vogue ou l'automobile, parce qu'on est dans cet univers-là. On en revient là, en un peu plus précis. Yoann Donnet. Yoann. Alors je pense qu'effectivement on peut penser ça, mais en réalité je pense qu'on mélange les technologies pour aujourd'hui arriver à décomplexifier l'environnement Martech qui existe aujourd'hui, qui est très compliqué. On voit qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui proposent des solutions, en est une. C'est atomisé en fait. C'est exactement ça, c'est totalement atomisé. Je crois qu'on a plus de 3000 data provider solutions juste en Europe. Donc quand on est un annonceur ou une marque et qu'on est face à cette offre qui est extrêmement importante, la question c'est comment choisir. Bien sûr. Et nous, c'est ce qu'on essaye justement de faire chez Havas et chez DBI, c'est de décomplexifier cette approche, d'avoir une bonne compréhension fine de l'ensemble des bienfaits des technologies et d'apporter des solutions qui permettent à la fois de respecter le consommateur, la marque et ses objectifs, et évidemment de comprendre les problématiques techniques des portes d'entrée sur le web que sont les GAFA, tout en respectant le législateur. Ça veut dire que désormais, il y a quand même une nouvelle étape quand on veut faire de la publicité en ligne et bien la faire, qu'il n'y avait pas avant, parce que grâce ça se complexifie, tout à fait. On ne peut pas dire qu'on va vers un univers qui est monolithique en termes de solutions. On est sur un univers qui est, comme le disait mon collègue tout à l'heure, avec une segmentation effectivement des audiences. Donc si on veut toucher beaucoup de monde, il faut qu'on ait plusieurs solutions, et toute la complexité va dans la combinaison de ces solutions en alliant performance et éthique. C'était un peu open bar il y a quelques temps, c'est en train tout ça est en train de se réguler. Il y a le contexte sanitaire aussi qui est passé par là. On observe que les marques, elles ont quand même perdu la relation traditionnelle avec les clients.
Oui, alors ça, effectivement, c'est une tendance de fond, c'est-à-dire qu'il y avait tout un écosystème qui était bien régulé, on avait des gens qui allaient dans la rue pour faire leurs courses, ça n'a plus eu lieu pendant les confinements, on avait une confiance en certaines marques, en certains réseaux de distribution qui prenaient en charge les clients pour eux. Les marques ont dû réapprendre à avoir une relation directe avec les consommateurs et ça change profondément les stratégies des marques. Frédéric Roy. Au fond, on le dit souvent, mais les grands gagnants de cette histoire, c'est pas les GAFA justement, dont l'offre est toujours simple, sur lesquels on est logué, puisque après tout, des millions de gens acceptent volontairement de donner leur nom, leur adresse, etc. Eh ben, non, je pense pas. Parce que justement, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne savent pas comment l'adresser. Donc, il y a des Privacy Sandbox qui essaient de proposer, avec les systèmes FLoC, qu'on appelle pour chez Google. Visiblement, la pertinence n'est pas tout à fait au rendez-vous pour apporter de la performance. Donc, nous, on le voit plutôt comme une opportunité, justement, d'aller leur prendre des parts de marché et d'adresser avec une nouvelle solution, une nouvelle thématique et apporter quelque chose de nouveau. Bon, nouvelle solution d'ailleurs, ça a l'air de fonctionner puisque vous êtes donc lancé il y a à peine 2 ans. Vous êtes déjà leader en France sur ces thématiques, c'est ce que vous me disiez en tout cas, avec des clients comme L'Oréal, Peugeot, Renault, McDo, des Français, des multinationales. Oui. C'est-à-dire qu'on vous fait déjà confiance et en même temps, les marques, elles n'ont pas forcément le choix, elles cherchent des solutions assez rapidement. Hein. Oui. Pour conclure. Nous, on est clairement dans un momentum, donc oui, ça marche bien pour nous. On est des enfants du Covid, donc on a dû se retrousser les manches et proposer vraiment quelque chose d'innovant pour qu'on puisse se faire entendre. Yoann Donnet, le mot de la fin. Je pense qu'il faut être agnostique et pragmatique dans un univers qui est aussi complexe. Il faut chercher les bonnes solutions pour atteindre ses consommateurs tout en la respectant. Merci beaucoup pour cette analyse et pour ce focus qu'on faisait aujourd'hui sur le ciblage publicitaire et la manière dont tout ça évolue et la manière dont les marques aussi vont continuer à exister et à atteindre leurs clients, Frédéric, avec une législation qui change et un contexte qui est aussi un petit peu plus compliqué. Hein. On n'a pas fini d'en parler. Bien sûr, on continuera d'en parler. Merci beaucoup Yoann Donnet, directeur de la data du groupe de communication Havas France, et Geoffrey Berton, fondateur de la plateforme de ciblage Query. Merci Frédéric Roy, rédacteur en chef de CNews. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Passez une très bonne semaine et très bon week-end sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.